Face à l'état d'urgence sanitaire, deux questions surgissent. Comment maintenir l'activité des tribunaux de l'ordre judiciaire dans les matières civiles, commerciales, prud'homales et rurales? Et que proposer aux justiciables soumis au délai de procédure? Deux ordonnances du 25 mars 2020 apportent des réponses. Sur le premier point, l'ordonnance 2020-304 adapte les règles de procédure. L'audience, si elle n'est pas supprimée, peut être métamorphosée par le recours au juge unique, aux télécommunications et à une communication allégée entre le greffe et les parties. Sur le second point, l'ordonnance 2020-306 proroge les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Les délais et mesures judiciaires sont prorogés par un mécanisme original et les astreintes sont suspendues. Abordons tour à tour ces deux ordonnances en envisageant tout d'abord l'adaptation de la procédure. L'ordonnance 2020-304 adapte la procédure devant les juridictions judiciaires à l'état d'urgence sanitaire. Elle est applicable aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud'homme, tribunal paritaire des baux ruraux et cour d'appel. Les dispositions de cette ordonnance ne surprendront pas les processualistes, tant elles s'inscrivent dans la continuité des réformes récentes de la procédure civile, loi du 23 mars 2019, décret des 11 et 20 décembre dernier. Pour commencer, l'ordonnance prévoit que la compétence des juridictions peut être réaménagée. Si le premier président de la cour d'appel constate qu'une juridiction du premier degré est dans l'incapacité de fonctionner, il peut désigner une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée. Outre cet aménagement de compétences, l'ordonnance modifie les règles de connaissance des actes du procès civil. L'ordonnance s'inspire des récentes modifications des modalités de communication entre la juridiction et les parties, autour de deux maîtres mots, simplification et communication électronique. Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, comment le greffe avise-t-il les parties en ces temps de confinement? Par tout moyen, c'est-à-dire par exemple par voie électronique, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat, ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le portail du justiciable. Et, dans tous les autres cas, au choix du greffe, ce qui inclut la lettre simple. Cette lettre simple suppose que le greffier ne soit pas confiné et que les services postaux soient opérationnels. Comment préserver le contradictoire en ces temps troublés? Par une très bonne chose. L'ordonnance étend la qualification de jugement par défaut à tout défendeur qui ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et qui n'a pas été cité à personne. La condition classique, habituelle, d'un jugement en dernier ressort de l'article 473 du CPC est donc abandonnée, étendant ainsi le bénéfice de l'opposition et du double degré de juridiction. Une solution qu'il serait sans doute bon de conserver après le temps d'urgence sanitaire. Comment transmettre la décision aux parties? La volonté de simplification conduit à ce que les décisions puissent être portées à la connaissance des parties par tout moyen. Les règles de notification des décisions, propres à chaque mode de notification, doivent bien sûr toutefois être respectées. Dans ce même mouvement d'adaptation, l'audience peut être métamorphosée. Tout d'abord, le recours au juge unique est largement autorisé. En matière civile, si l'audience de plaidoirie, la clôture de l'instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu entre le 12 mars 2020 et jusqu'à un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, le président de la juridiction, que ce soit en première instance ou en appel, peut décider qu'elle statuera à juge unique dans toutes les affaires qui lui sont soumises. L'ordonnance fait un choix différent pour les tribunaux de commerce. Un juge unique tient l'audience pour entendre les plaidoiries et en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Ce choix est un meilleur gage de qualité de la décision car la collégialité est préservée. Elle est rendue possible par les moyens modernes de télécommunication, même en période de confinement. Dès lors, on pourrait regretter que cette solution n'ait pas été adoptée en matière civile. Devant le Conseil de prud'homme, l'ordonnance fait le choix de la formation restreinte à un conseiller employeur et un conseiller salarié. Par ailleurs, le principe de publicité de l'audience est altéré. Les conditions sanitaires excluent que le public soit admis. En conséquence, le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte, voire en chambre du conseil. L'audience peut d'ailleurs être dématérialisée. Elle peut être tenue par visioconférence, et si cela est impossible, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de l'identité des parties et de leurs avocats, et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Reste à savoir comment le juge pourra, par téléphone, vérifier l'identité des participants. Enfin, métamorphose ultime, le juge peut supprimer l'audience. Les parties pourront s'y opposer dans un délai de 15 jours, sauf en cas d'urgence. Dans ce cas, l'opposition n'est pas possible. Dernière adaptation de la procédure, le filtrage des référés. La juridiction, saisie par une assignation en référé, peut rejeter la demande avant l'audience par ordonnance non contradictoire si la demande est irrecevable ou s'il n'y a pas lieu à référer. On reconnaît ici la procédure de non-admission devant la Cour de cassation. Le but est là aussi de filtrer les procédures. Mais l'ordonnance 2020-304 va plus loin. Si le juge rejette la demande avant l'audience, cela signifie qu'il ne s'appuie que sur les écritures des parties. Dès lors, le contradictoire ne s'est déployé que dans les conclusions. Et si le juge relève d'office l'irrecevabilité ou le fait qu'il n'y a pas lieu à référer, dans ce cas, l'argument n'aura jamais été débattu, discuté par les parties. Le contradictoire est alors totalement évincé. Certes, la voie de recours de l'appel semble préservée, mais elle sera la seule procédure de pleine juridiction et pleinement contradictoire offerte aux parties. Le double degré de juridiction est ici sacrifié. Après avoir étudié l'organisation de la procédure, abordons la prorogation des délais. L'ordonnance numéro 2020-306 offre des remèdes à la question, angoissante pour les parties, du respect des nombreux délais de procédure en ces temps de confinement. Quel est tout d'abord le champ de l'ordonnance ? L'ordonnance a un champ temporel et un champ matériel. S'agissant du champ temporel, l'article 1er prévoit que l'ordonnance s'applique aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Comme le souligne le rapport au président de la République, n'entrent pas dans le champ de cette mesure les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020, parce que leur terme n'est pas reporté. Sont également exclus les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Ces délais ne sont ni suspendus ni prorogés. Comprenons bien le mécanisme. L'ordonnance ne crée pas un décalage dans le temps global de tous les délais en cours. Non, elle ne concerne que les délais dont le terme ou l'échéance expire entre le 12 mars 2020 et un mois après la fin de la période d'urgence sanitaire. En conséquence, on ne saurait trop encourager les praticiens à écrire les conclusions attendues pour juin ou juillet 2020, car, dans l'hypothèse heureuse où l'urgence sanitaire prendrait fin en mai, les conclusions de juin et de juillet seront dues à la date initialement fixée. Pour ces délais, l'ordonnance ne s'applique pas. Prenons un exemple. L'appelant a notifié ses conclusions le 11 mars 2020. L'intimé doit donc conclure avant le 11 juin 2020, par application du délai trimestriel de l'article 909 du CDC. Si l'état d'urgence sanitaire est levé au plus tard le 10 mai 2020,
L'intimé devra conclure à la date initialement fixée du 11 juin 2020. Après le champ temporel, quel est le champ matériel de l'ordonnance? S'inspirant de l'ordonnance qui avait été adoptée en 1968 pour les événements de mai et juin 1968, l'ordonnance fait le choix d'une formule très large. Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non-avenue ou déchéance d'un droit quelconque. La formule cherche à embrasser le plus largement. À notre sens, elle n'embrasse pas toutes les hypothèses. Ce champ est en outre étendu à tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. Toutefois, ne sont concernés que les actes prescrits par la loi ou le règlement, ce qui exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Maintenant que nous avons défini le champ de l'ordonnance, que prévoit-elle? L'ordonnance fait le choix d'un mécanisme original. Le délai initial est réputé respecté si l'acte est accompli dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période d'urgence, augmenté d'1 mois, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de 2 mois. Autrement dit, les délais sont prorogés à compter d'1 mois après la fin de la période d'urgence sanitaire pour la durée qui était initialement légalement impartie, mais dans la limite de 2 mois. Alors, prenons un exemple pour mieux comprendre. Dans l'hypothèse précédemment évoquée où l'urgence prendrait fin le 1er mai 2020, tout délai à échoir jusqu'au 1er juin 2020 bénéficie de la prorogation. Une prorogation à compter de ce même 1er juin pour la durée initialement accordée, sous réserve que cette durée ne conduise pas à un report au-delà de 2 mois, c'est-à-dire au-delà du 1er août. En conséquence, dans l'hypothèse où l'urgence prendrait fin le 1er mai 2020, un intimé qui doit conclure le 2 avril sera réputé avoir respecté les délais s'il conclut avant le 1er août 2020. En effet, 1er mai, cessation de l'état d'urgence, plus 1 mois, égale 1er juin, auquel s'applique le délai trimestriel prévu par l'article 809 CPC. Donc 1er juin plus 3 mois égale 1er septembre. Oui, mais voilà, l'ordonnance plafonne le délai à 2 mois. Du 1er septembre, nous revenons au 1er août. Attention, l'interruption des délais n'emporte pas interruption de l'instance. Les actes ou formalités accomplis durant l'état d'urgence sanitaire restent valides. Dès lors, si un appelant à bref délai conclut le 12 avril 2020, c'est-à-dire pendant la période de protection, l'intimé doit tout d'abord bien avoir en tête que ces conclusions sont valides et font courir son délai d'1 mois pour conclure, par application de l'article 905-2 du CPC. Que cet intimé se rassure néanmoins, il bénéficie de la prorogation prévue par l'ordonnance. Dans l'hypothèse où l'urgence prendrait fin le 1er mai 2020, l'intimé sera réputé avoir respecté les délais s'il conclut avant le 1er juillet 2020. Pourquoi? Eh bien parce que 1er mai, cessation de l'état d'urgence, plus 1 mois égale 1er juin. À ce 1er juin démarre le délai initialement accordé à l'intimé, c'est-à-dire un délai d'1 mois. 1er juin plus 1 mois égale 1er juillet. Outre les délais de procédure, l'ordonnance proroge les mesures judiciaires. En effet, sont prorogées de plein droit pour 2 mois, à compter d'1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, les mesures judiciaires et notamment les mesures conservatoires, les mesures d'instruction, d'enquête, de conciliation ou de médiation. Toutes ces mesures doivent avoir un terme qui viendrait à échéance entre le 12 mars 2020 et 1 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Le juge peut également y mettre fin. L'ordonnance laisse entière certaines questions, et notamment celle du coût de la prorogation de la mission de l'expert ou du médiateur. Qui doit supporter ce coût? Les parties ou l'expert ou le médiateur?
Enfin, l'ordonnance 2020-306 suspend les astreintes, clauses pénales et clauses résolutoires qui ont pris effet avant le 12 mars 2020. Elle les suspend à compter de cette date et jusqu'à un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Les astreintes, clauses pénales et clauses résolutoires qui auraient dû prendre cours ou produire effet durant cette période ne prennent pas cours ou ne produisent pas effet jusqu'à un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. À compter du lendemain de cette date, c'est-à-dire à compter du lendemain après un mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire, les astreintes prennent cours et les clauses produisent leurs effets. Pour approfondir ces deux ordonnances et les nombreuses autres ordonnances du 25 mars 2020, je vous invite à vous reporter aux articles publiés à la Gazette du Palais et je vous souhaite une très bonne lecture.